C'est l'occasion de reparler de la politique migratoire marocaine à propos des travaux qui sont menés à Movida sur les transformations politiques, notamment des politiques migratoires. Et je vais essayer d'aborder cet aspect des choses à partir du terrain marocain, en prenant en compte la question de la reconfiguration des flux migratoires, des circulations migratoires, et de montrer à quel point la politique migratoire marocaine est aussi articulée à ces reconfigurations. Pour le dire assez simplement, au Maroc, les personnes qui se sont installées, qui sont venues un peu partout d'Afrique du Nord et beaucoup d'Afrique de l'Ouest, mais aussi parfois même de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique centrale, sont venues s'installer au Maroc avec l'idée, pour une grande partie d'entre elles, de passer en Europe. Il ne s'agissait pas forcément de transit, ce n'était pas une migration qui avait pour but de traverser à pied rapidement les présides de Ceuta et de Melilla, c'était une migration par étapes où des populations essayent de s'installer dans des étapes urbaines généralement, dans des lieux, le temps d'accumuler un petit pécule, le temps de travailler, de commercer, certains pour étudier et ensuite de pousser plus loin lorsque cette chance leur était offerte. Bien sûr, il y avait aussi des populations, mais en nombre moins important, qui passaient directement depuis le Maroc, ou qui tentaient de passer directement depuis le Maroc vers l'Europe et plus particulièrement l'Espagne. Ce qui s'est passé, c'est que ces populations, en venant s'installer au Maroc, en passant en Europe, en gardant des liens avec les pays d'où elles sont venues, et parfois même des pays d'où elles ont transité, ont inscrit le Maroc dans une sorte de carrefour migratoire. C'est bien connu, le Maroc est parmi les plus grands pays émetteurs d'émigrants au monde. C'est à peu près 10% de la population marocaine qui vit à l'extérieur de ses frontières. Le Maroc a une politique migratoire vis-à-vis des Marocains résidant à l'étranger assez dynamique pour la maintenir dans la communauté nationale. Il appelle d'ailleurs cette communauté internationale, transnationale des Marocains à l'étranger, et il l'appelle diaspora. Et donc le Maroc avait pour habitude de traiter cette question-là. Avec des populations étrangères dont il n'avait pas prévu la venue, l'installation et la circulation, il est amené à traiter avec des nouvelles populations. Des populations qui sont elles-mêmes en lien avec les endroits d'où elles sont parties, avec les membres de la famille qu'elle a laissés derrière elle, mais aussi des endroits d'où elles sont passées. Et en plus, ces endroits-là sont multipliés par le nombre d'origines des migrants qui s'installent au Maroc. Ce qui s'est passé donc, c'est que le Maroc a dû traiter, la gouvernance en tout cas marocaine, la gouvernance migratoire a dû traiter avec des populations extrêmement hétéroclites, qui finalement n'avaient comme point commun au Maroc simplement le fait d'être étrangères, à la limite, pour les populations du sud du Sahara, qui avaient le seul point commun de venir d'Afrique subsaharienne. Pour le dire autrement, bien sûr, dans un pays d'Afrique du Nord, c'est aussi d'être noir de peau. Et donc il y a eu tout un ensemble de problématiques liées à la dénomination de ces populations, comment les nommer, immigrés, migration de transit, africains, oui mais le Maroc c'est l'Afrique jusqu'à preuve du contraire, subsaharien, mais subsaharien ce n'est pas une identité, une réelle appartenance. Et donc il y a déjà eu ce registre-là sur lequel il a fallu travailler. Et puis il y a eu la question des frontières européennes qui s'imposent au Maroc, malgré les Marocains, avec des grillages de Ceuta et de Melilla qui montent de plus en plus haut, avec les pressions de l'Union européenne pour demander aux Marocains, aux autorités marocaines, d'empêcher les gens de quitter leur territoire. Et pendant tout ce temps, on a commencé à oublier le fait que les Marocains, les premiers, étaient des migrants qui essayaient de passer en Europe, souvent de manière légale, mais aussi parfois par des voies détournées lorsqu'ils n'ont pas de visa ou d'autorisation à circuler ou à partir en Europe. Donc ça, c'est vraiment la première étape qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des populations qui ne sont pas venues comme dans les façons classiques dans la migration, appelées par une sorte de capitalisme d'État, pour une sorte de mobilisation de la main-d'œuvre internationale pour travailler dans les usines, dans les champs, etc. Ce ne sont pas des travailleurs comme ceux qui sont partis au Qatar ou aux Émirats arabes unis. Ce sont des personnes qui sont venues au Maroc en nombre assez restreint parce qu'il y avait un dynamisme, une ouverture de la société marocaine et parce qu'il y avait aussi l'idée, pour une grande partie d'entre elles, de passer en Europe. Et donc, comment traiter, comment faire
pour avoir une politique vis-à-vis de gens dont on ne sait pas s'ils vont rester, dont on n'avait pas prévenu la venue, dont on n'a pas vraiment envie qu'ils restent, et dont on ne sait pas si, même si on leur fait quelque chose, ils vont rester, ou est-ce qu'ils vont pousser plus loin et partir en Europe. À partir de là, ce qui est intéressant, à partir de cette étape, c'est de se rendre compte qu'il y a eu une solidarité, en tout cas une forme de solidarité qui s'est mise en place assez rapidement au niveau des populations et des sociétés civiles. On s'est préoccupé du sort de ces migrants. Le fait que le Maroc soit une société d'émigration, le fait que le Maroc ait rendu la question migratoire politique. C'est un débat politique au Maroc, la question des Marocains résidant à l'étranger, la question des frontières européennes, la question des papiers, la question des réadmissions des Marocains expulsés. C'est une question dont on parle beaucoup, la question du droit de vote des Marocains résidant à l'étranger, la question des ressources, des devises renvoyées, le fait qu'au Maroc il y ait des débats politiques et le fait que le Maroc soit une société aussi de départ a fait qu'on a eu un élan de solidarité vis-à-vis de ces populations-là et on a rendu rapidement la chose avec en termes politiques, c'est-à-dire, pour le dire autrement, en termes de droit à la mobilité. Rapidement, il y a eu des associations marocaines qui se sont montées. Beaucoup de ces associations sont aussi des associations de Marocains de l'étranger. Ce ne sont pas toujours des associations locales, mais aussi des associations locales aux frontières, à Nador, à Tétouan, à Rabat, avec comme mission, comme projet très clair, la défense du droit des étrangers et la critique des politiques migratoires actuelles, c'est-à-dire celle de la frontiérisation, celle du contrôle migratoire qui ne respecte pas toujours la dignité humaine. Et pendant à peu près une dizaine d'années, c'est-à-dire pour aller assez vite, des années 2003 jusqu'en 2013, c'est-à-dire 2003, une loi qui est une loi plutôt répressive du contrôle de l'entrée, du séjour et de la sortie du territoire national marocain. À partir de là, il y a eu dès 2004-2005 des associations, des militants qui ont critiqué cette loi, qui ont critiqué la gestion sécuritaire de la migration et qui se sont solidarisés avec les migrants d'origine essentiellement d'Afrique, des pays d'Afrique subsaharienne, mais aussi au-delà, qui sont au Maroc, dont certains s'installent et d'autres essayent de passer en Europe. 10 ans de combat et au bout de 10 ans, la volonté qui arrive directement du plus haut sommet de l'État, du roi du Maroc, qui est dans la constitution marocaine et le chef de l'État, qui donne cette directive, c'est-à-dire qui donne une direction en disant il faut changer radicalement de politique migratoire à la suite d'un rapport qui a été donné par le Centre national des droits de l'homme, le CNDH, dans lequel étaient compilées toutes les exactions, toutes les violences dont pu être victimes les migrants. Il était compilé aussi les choses positives, mais dans ce rapport, on explique qu'on a des gens qui sont au Maroc, parfois par défaut, mais qui sont là, qui s'installent, avec des enfants qui naissent, des gens qui travaillent, des gens qui logent, et pourtant, ils sont, en étant sans papier, en étant dans la clandestinité, ils sont dans la précarité sociale, et qu'il y a aussi un problème potentiellement de racisme qui peut se poser. Même si dans les faits, ça leur reste assez modéré par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde, mais laisser les gens dans des situations sociales très défavorables, sans la possibilité de se défendre, allait potentiellement créer le nid d'un racisme plus fort. Et que surtout, il y avait l'idée qu'au Maroc, on ne pouvait pas continuer à faire subir aux migrants non marocains chez nous ce qu'ont subi les migrants marocains chez les autres, notamment en Europe. Donc cette décision, elle est sans appel. Le rapport il est très clair sur l'état des lieux et l'urgence. Et cette décision entraîne la volonté d'un changement radical de politique avec une dimension plus humanitaire. À partir de 2013, donc, 2 campagnes de régularisation massive vont être mises en place. Et elles seront comprises, ces campagnes, comme étant spécialement à destination des migrants d'Afrique subsaharienne. Alors, il faut comprendre, alors que ce n'était pas le cas, puisqu'on a tout ensemble d'autres nationalités, mais il faut comprendre cela parce que ça s'ancre aussi dans la diplomatie migratoire marocaine, et notamment dans la diplomatie migratoire en Afrique, et la diplomatie africaine de manière plus large du Maroc, c'est-à-dire la volonté du Maroc de revenir dans l'UA, la volonté d'être un acteur important au niveau de l'Afrique. Et donc, évidemment, il est difficile de se déclarer
pro-africains si chez soi on a des comportements, en tout cas pas exemplaires vis-à-vis des populations originaires des pays d'Afrique. Donc, mais la campagne était pour tout le monde, l'idée c'était de faire une vraie politique avec régularisation, etc. Aujourd'hui on est au bord du gué, c'est-à-dire qu'on attend encore une politique d'intégration qui va suivre, c'est-à-dire que maintenant que les gens ont des papiers, maintenant qu'ils ont le droit de vivre dignement, quid de leur intégration, quid de leur accès à l'école pour les enfants, est-ce que les enfants de migrants vont devenir des Marocains, etc. On n'a pas de modèle pour l'instant, mais on a réussi quelque chose qui est assez rare dans la région, passer d'un pays dans lequel on ne voyait que l'aspect départ des Marocains, d'un pays qui se disait trop pauvre pour accueillir les autres, d'un pays qui se considérait ensuite que comme un pays de transit, et dans l'idée les gens n'ont pas à rester, à un pays qui accepte l'idée que c'est devenu un pays d'installation, un pays d'immigration on pourrait presque dire, et sur lequel, un pays dans lequel les populations prennent place et bénéficient de droits à égalité des Marocains. Ça, c'est un changement de paradigme. Maintenant, comment le mettre réellement en place, comment faire en sorte que les migrants originaires, notamment des pays d'Afrique subsaharienne, mais d'ailleurs, puissent bénéficier exactement des mêmes droits à hauteur, à égalité avec les citoyens marocains. Là, c'est ça l'intégration, c'est là tout le travail qui doit être mis en place. Et je conclurai par cela, on a vu vraiment une prolifération des acteurs de la migration, des personnes ressources, on a vu une prolifération des associations de migrants, donc les migrants eux-mêmes se défendent, de nouvelles associations marocaines, et les débats sont assez virulents là-dessus, et on essaie et donc du coup ce sont des terrains en cours dont on ne connaîtra la réponse que d'ici quelques années.